Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, des talents français. On vous fait découvrir chaque dimanche des idées nouvelles, des idées ingénieuses et surtout 100% françaises. Si vous rêviez de porter un polo en coton 100% français, j'ai bien dit 100% français, c'est désormais possible. Je rappelle que le coton est la fibre naturelle la plus produite dans le monde, principalement en Chine et en Inde, mais des Gersois passionnés ont réussi ce tour de force d'en faire pousser dans le Gers. On en parle tout de suite. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous sommes avec Johan de Witt de chez Jean-Phil. Bonjour Johan. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors chez vous Johan, c'est pas si simple, le leitmotiv c'est « l'impossible n'est pas français ». Et donc vous avez décidé de faire des polos 100% français, de la graine à la confection, avec une autre très très belle entreprise qu'on entendra tout à l'heure, La Bonale, qui est en Alsace, qui fabrique des chaussettes depuis plus d'un siècle. Alors expliquez-nous déjà vous Johan, au niveau de la matière première, au niveau du coton, donc vous êtes lancé avec vos deux acolytes, votre ami et beau-frère et votre frère, donc c'est vraiment une histoire de famille. Exactement, donc nous on est 3 agriculteurs du Gers qui viennent du beau village qu'est Montréal du Gers. Et un jour, nous nous sommes dit, tiens, on pourrait se lancer dans une aventure un peu folle, c'est de faire pousser notre propre coton. Ouais. Donc on a planté nos 6 graines dans le jardin chez nous pour voir si ça pourrait fonctionner. Et à la suite de ça, on a vu que ça marchait et on est passé à plus grande échelle. Et le gros point positif de faire pousser du coton dans le Gers, c'est qu'on n'a pas besoin d'irrigation. Ça, donc c'est-à-dire que c'est le climat parfait, idéal pour faire pousser du coton dans le Gers. Alors, et écologique. Un peu froid. Oui. Donc il faut compenser avec. Mais voilà, le gros point positif, c'est qu'on n'a absolument pas besoin d'irrigation. Et ça, c'est absolument génial. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de relever ce défi ? C'est-à-dire que nous, on voyait la montée du Made in France en France, et en tant que bons agriculteurs, ce qui nous gênait, c'est que la matière première n'était pas toujours française, voire très rarement française. Elle est quasiment jamais, oui, c'est vrai. À part le lin, mais bon, qui est transformé encore à l'étranger principalement. Voilà, même s'il y a une filature lainière qui est en train de se monter en France. Mais c'est vrai qu'on avait toute la technologie en France pour transformer le coton. On a des filatures, nous on travaille avec le tissage moulin-Clio dans les Vosges. Il y avait tout ce qui est tricotage, teinture, etc. Tout existait en France, il manquait vraiment plus que la matière première. Et donc pour nous agriculteurs, quelle aventure que de décider de faire pousser cette matière première. Est-ce qu'à terme la France pourrait devenir une terre de coton, Johan ? Le sud de la France peut-être pour l'instant, mais j'espère. C'est sûr que si on peut réduire les kilomètres et produire la matière première aux portes de nos armoires, c'est toujours mieux. Surtout que le coton reste quand même là, une matière très demandée dans l'univers du textile. Ah oui, je n'imagine pas encore le slip en lin, mais bon, on ne sait jamais. Alors ce qui est intéressant justement avec votre démarche, c'est, vous le disiez à l'instant, donc vous utilisez quasiment pas d'eau, c'est irrigué naturellement. C'est vraiment, vous avez réussi à cultiver du coton localement, d'une manière écologique, éthique et de façon responsable. Exactement. Et l'avantage en plus, c'est qu'on arrive à avoir des taux de qualité qui sont très 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 bons malgré tout. Donc c'est vraiment l'objectif. Nous, c'est de faire des vêtements durables, solides, avec un coton de qualité et justement, oui, élevé ou du moins cultivé proprement. Mais dans une récolte idéale, une bonne période, vous pouvez récolter jusqu'à combien de tonnes de coton ? Alors malheureusement, on ne parle pas encore en tonnes, même si on aimerait bien, mais aujourd'hui, on a fait notre meilleure récolte l'année dernière, donc sur 2020. Oui, c'est ça, 2020. Et donc, du coup, on a réussi à ramasser 250 kilos, de l'hectare. Ah! Et du coup, 250 kilos, je le disais à l'instant, on parlait de polo 100% Made in France. Ça fait combien de polos une fois que c'est tissé et tricoté? Alors, ça fait environ une centaine de polos. Ouais, quand même. Parce qu'une fois votre coton récolté, donc vous le transformez. Et là, ça se passe où au niveau de la transformation? Avec qui vous travaillez? Parce que tout se fait en France. Voilà, d'abord, dans un premier temps, il a fallu investir dans une unité de triage qui n'existait pas en France. Donc ça, on a investi, nous, sur notre exploitation agricole. C'est des machines un petit peu archaïques, mais ça fonctionne. Ensuite, on fait des balles de coton sur la ferme qui partent dans les Vosges. Dans les Vosges, elles sont filées. On récupère ensuite le fil, il est tricoté sur 3 chez Hop Tricotage, il est teint chez France Ceinture et ensuite il est confectionné à Mont-de-Marsan chez Ad17. Voilà. Alors, sauf que là, du coup, désormais, vous allez travailler avec l'Alsace. Vous avez créé un partenariat avec l'entreprise La Bonale.
Exactement. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Dominique à l'Élysée l'année passée, avec qui on a énormément sympathisé dès les premiers instants, qui nous a proposé gentiment de mettre nos produits dans ces boutiques parisiennes et alsaciennes à Strasbourg. Et donc du coup on a débuté un partenariat comme ça. C'est un partenariat qui a mis du temps à se mettre en place suite au Covid, etc. Mais voilà, ça y est, on concrétise. Donc, on met en place un partenariat sur la distribution de nos produits dans les boutiques, donc La Bonale sur Paris et sur Strasbourg. Et c'est pour nous un essai, puisque c'est pour nous une première, la distribution en boutique aujourd'hui. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie de cette même famille, de ces fervents défenseurs du Made in France. Il y a vraiment une volonté, aussi bien dans l'entreprise La Bonale que dans l'entreprise Jean Defil, de maintenir toutes les étapes de transformation de notre coton en France. Alors, exactement. Dominique La Bonale, lui, qui gère son entreprise depuis des années, a à cœur cette façon de faire, de produire en France depuis des années. Et lui, c'est très intéressant pour nous de travailler avec une personne comme Dominique, puisque lui, il est passé par toutes les étapes du Made in France. Le Made in France n'a pas toujours eu le succès qu'il y a eu aujourd'hui. Lui, il a connu pas forcément les échecs, mais les périodes difficiles, alors que nous, on connaît que les belles périodes du Made in France pour l'instant. Et c'est toujours intéressant d'avoir le soutien de ses aînés sur ce qui ont connu des périodes difficiles et aujourd'hui qui renaissent un petit peu de cette portée du Made in France. Ouais. Écoutez, ce que je vous propose, Johan, vous restez avec nous, on va se quitter un court instant. On se retrouve dans une poignée de secondes pour continuer cette jolie histoire 100% Made in France avec notamment Dominique de La Bonale, Dominique Malfait qui va pouvoir justement expliquer ce qui lui a donné envie lui aussi de s'associer avec vous et de proposer ce polo 100% Made in France de la graine jusqu'à la confection. À tout de suite. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On évoquait justement ce polo en coton 100% français, de la graine jusqu'à la confection. Et oui, j'ai bien dit, du coton en France, récolté dans le Gers, avec Johan de Witt de chez Jean Fil et Dominique Malfait de La Bonale, une autre très très belle entreprise située en Alsace. Ils se sont associés ensemble pour sortir ce polo 100% français. Nous a rejoint Dominique Malfait. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, Johan est avec nous, Johan de Witt. Donc, voilà, je vous préviens, vous pouvez le saluer. Bonjour, Johan. Bonjour, Dominique. Alors, justement, Johan nous racontait, Dominique, que vous êtes rencontrés à l'Élysée l'année dernière. Et hop, vous avez dit, allez hop, on va se lancer ensemble et on va essayer de sortir ce polo 100% français. Alors oui, en fait, moi, j'avais rencontré Johan un petit peu avant lorsqu'il avait fait visiter un champ de coton expérimental. Et on s'est retrouvés à l'Élysée parce que, bon, il y a eu cette première réunion à l'Élysée qui mettait en avant le savoir-faire français. Et une entreprise par département avait été nommée pour représenter son département à l'Élysée. On s'est retrouvés là-bas, donc c'était plutôt sympa. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose ensemble parce que nous, une entreprise centenaire qui fabrique du produit... la bonneterie essentiellement, c'est ça, chaussettes, collants. Voilà, on fait que de la chaussette et on est implanté depuis 1924 en Alsace. Et puis une start-up issue de la culture, moi qui suis un homme du textile, jamais j'aurais pu imaginer qu'on puisse cultiver du coton en France. Donc voilà, quand j'ai vu cette expérience, j'ai dit ben voilà, si on peut faire quelque chose ensemble, moi je suis partant, voilà. S'unir pour faire briller le savoir-faire français et surtout maintenir justement toutes ces étapes de fabrication sur le territoire. Alors, Johan, vous nous disiez qu'avec 250 kilos de coton, on fait une centaine de polos. Du coup, c'est bien parce que ce sont des séries limitées. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ce sont des séries limitées. Alors je dois quand même faire mon mea culpa. J'ai fait un mauvais calcul. On est plutôt sur 1000 polos. Ah, c'est mieux. Voilà. C'est mieux quand même. J'ai jamais été très bon en calcul mental et là, donc voilà. Non, effectivement, on est plutôt sur 1000 polos, mais c'est vrai qu'on est sur des séries très rares et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on arrive quand même à avoir des ruptures de stock assez régulièrement. Donc on continue à augmenter notre superficie pour essayer de répondre à la demande. Mais voilà, comme j'ai toujours dit depuis le début, on n'est pas là non plus pour pousser, pour faire des quantités astronomiques. Mais non, on consomme autrement avec vous. On consomme la mode différemment. Et je me rappelle de cette volonté d'avoir aussi un numéro de série unique. Il y a aussi cette exclusivité. C'est quand même extraordinaire d'avoir un polo dont on sait que le coton est français.
Exactement, sachant qu'on est quand même les seuls en France aujourd'hui à pouvoir proposer ça. Est-ce que vous avez le sentiment, Dominique Malfait, que c'est aussi l'occasion justement peut-être de faire des émules, proposer à d'autres fabricants de développer cette matière première? Parce que là, on évoque le coton, mais il y a aussi le lin. On est les premiers producteurs au monde de lin. Tout à fait. Et puis on est vraiment dans le produit d'exception. Vous savez, ça fait des décennies qu'on essaye de tuer l'industrie textile en France, qu'on a tout délocalisé. Et là, ça nous a même aidé dans le cadre de la crise sanitaire. Il y a quand même un retour aux valeurs et là, on a réellement un produit exceptionnel. Alors, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de quantité, mais c'est tout ce qui fait la richesse du produit et la rareté du produit. Ouais. Et en effet, nous, on travaille avec Jean-Phil, là, on va travailler sur la mise en avant des polos dans nos magasins, mais peut-être un jour on arrivera à faire des chaussettes ensemble. Et peut-être que je travaille sur le lin aussi, mais je travaille aussi sur des projets de laine avec des bergers. On coupe la laine, on va faire filer la laine et on va vendre des chaussettes en laine avec des bergers, des moutons qui sont élevés dans notre région plutôt que faire venir la laine de l'autre bout de la planète. Il y a aussi cette notion de transparence, de traçabilité qui ressort dans tout ça. Oui, et puis le consommateur, il aime bien ces histoires qui peut trouver sympa parce que avoir la photo de la personne qui a fait pousser le coton sur son produit, avoir la photo du berger qui a élevé ses moutons et qui ont servi à faire la laine, qui ont composé les chaussettes, tout ça, ce sont des choses on n'a plus l'habitude. Ouais, on met un visage à toutes les étapes de fabrication et du coup c'est vrai que ça humanise aussi tous ces savoir-faire. Ça humanise, il y a cette dimension sociale, il y a cette dimension environnementale. On parle beaucoup d'environnement, mais il y a des choses simples à faire pour l'environnement avant de vouloir monter des choses extraordinaires. Acheter des produits qui ont été fabriqués et conçus près de chez soi. Ouais. Alors bientôt... En novembre, il y aura le salon du Made in France. J'imagine que vous serez présent. C'est un rendez-vous incontournable. Pour la petite histoire, je suis présent au salon du Made in France depuis sa création. Donc ça va être mon 10e MIF depuis sa création. Donc vous avez grandi avec le salon. Voilà, le premier salon devait être une quarantaine ou cinquantaine d'exposants à l'espace Champéret. J'y étais Dominique. Je me rappelle très bien, vous n'étiez pas nombreux. On n'était pas nombreux et c'est vrai que j'y étais allé, j'avais un doute, j'y étais allé un peu en traînant les pieds et Fabienne Delahaye me le rappelle souvent. La directrice du salon, oui. J'y allais en traînant un peu les pieds et nous sommes restés fidèles à ce salon, même dans des années difficiles, puisque entre-temps on a eu des difficultés, on a perdu des très gros clients et qui nous a valu une procédure collective. Et même dans les années difficiles, on a maintenu notre présence au salon. Et je crois qu'on doit être deux exposants à avoir été présents à toutes les éditions du salon. Moi, ce que j'ai noté dans ces éditions du salon, je parle sous votre contrôle, vous allez me le dire, c'est qu'il y a de plus en plus justement de collaborations qui naissent après entre les différents exposants qui prônent ce Made in France, Johan et ensuite Dominique. Oui, c'est sûr. Après, aujourd'hui, il faut, sans finissant, qu'on est plus fort de toute manière. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, nous, la grande chance, c'est qu'on a une entreprise historique qui est venue vers nous pour faire un partenariat avec nous, qui a la capacité de nous accompagner, car c'est une entreprise expérimentée. Nous le sommes moins. C'est vrai que c'est très agréable et très réconfortant de pouvoir se porter ou du moins se soutenir avec une entreprise qui a un peu plus de bouteilles que la nôtre. Voilà. Alors la Bonale, justement, c'est combien de salariés à ce jour, Dominique? C'est quoi comme capacité de production, le nombre de chaussettes chaque année produites chez vous? Alors actuellement c'est 90 salariés. Ouais. Ces 90 salariés, c'est 1 700 000 paires de chaussettes produites par an, qui est ridicule parce que la production... La consommation française est plus de 300 millions, donc on ne représente même pas 0,5% de part de marché, mais ça fait vivre quand même 90 personnes et on en est fiers. Oui. Et 95% de notre production, de notre consommation est délocalisée. Donc aujourd'hui, la Bonale, c'est 2 marques, c'est la Bonale, c'est la Frenchy, c'est des collaborations.
qu'on va multiplier, et cette entraide, ce mélange entre des entreprises anciennes et des startups, je trouve ça très très intéressant, parce que c'est ce que moi j'appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire que nous, on a le côté rassurant, disant attention, mais parfois peut-être un peu trop prudent. Et la start-up, elle a plein d'idées. Alors, le mélange des genres peut être assez intéressant, parce qu'on arrive vraiment à faire de très belles choses. Oui, on arrive à faire de très belles choses. Et vous avez raison. Enfin, Johan, c'est vrai que finalement, il y a ce côté idée nouvelle de ces jeunes entrepreneurs, de ces startups. Et c'est vrai que la solidité de ces entreprises comme la vôtre, Dominique, qui ont un savoir-faire installé depuis plus de 100 ans, avec aussi une flexibilité. Vous êtes capable justement de répondre à différentes commandes. Et si je vous prends l'exemple du slip français, le slip français collabore avec beaucoup d'entreprises comme ça qui sont installées avec leur savoir-faire bien spécifique. Johan. Bien sûr. Et Dominique, ouais, les deux. Bien sûr, oui. Le site français a été un des premiers à faire beaucoup de partenariats avec des marques, et on a été nous aussi sollicités par le site français à l'époque. C'est sûr qu'on était un peu plus fébrile que maintenant, et mais voilà, aujourd'hui, on va limiter quand même le choix de nos partenariats. On les a toujours limités jusqu'à présent, et on va continuer. Mais c'est vrai que Dominique, quand je l'ai eu rencontré, discuté avec lui, c'est l'aspect, moi ce qui m'a plu chez lui, c'est cet aspect réconfortant et presque reposant en fait de la personne qui a de l'expérience dans un secteur dans lequel nous on venait de rentrer, quoi, voilà. Oui, c'est vrai que c'est rassurant, et surtout, comme je le disais, il y a des savoir-faire complémentaires, et ça c'est important, Dominique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le mélange de jeunes entreprises qui ont plein d'idées, mais qui savent pas forcément comment faire, et nous qui ont un côté très rassurant, très prudent, et souvent trop prudent, il y a un petit challenge qui se fait entre les deux, et qui fait un résultat qui est, pour l'instant, nous a toujours été profitable, et à chaque fois qu'on a fait une collaboration avec une jeune entreprise, une start-up, tout le monde s'est sorti grandi de cette collaboration. Ça fait plaisir de vous entendre. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous au Salon du Made in France. Je crois que c'est du 11, 12, 13 novembre, 10, 11, 12. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Oui, c'est le week-end du jeudi au dimanche, ou du vendredi au dimanche. Voilà, et les visiteurs sont les bienvenus, puisque c'est ouvert au public. C'est ouvert au public, et c'est la bonne période. C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu changer la date. C'est la bonne période pour commencer les cadeaux de Noël. C'est vrai. Il n'y a rien de mieux que de faire un cadeau de Noël, mais dit France. Vous avez bien raison. Merci à vous. On va continuer notre balade avec Thibaut, notre French Trotter, Thibaut Laflaquière, qui vous connaît bien, Johan. C'est un Gersois, lui aussi. Il a déjà eu l'occasion de venir chez vous. De venir nous voir, je me souviens très bien, un condo moi. Exactement. Il vous entend. Condom. Bon, merci à vous. Je vous passe un bon dimanche. Je vous remercie. Merci. Et je vous invite à venir nous voir donc à la boutique chez Dominique, qui nous accueille gentiment. Avec grand plaisir. Les boutiques La Bonale. On le note bien. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Bonjour Thibaut. Alors cette semaine, vous avez visité une ferme et vous êtes intéressé à un mode de culture dont on parle de plus en plus. Exactement, Nathalie. Je reviens de Presles-en-Brie, c'est en Seine-et-Marne, au sud de Paris. Et là-bas, j'ai rencontré un maraîcher pas comme les autres. Il s'appelle Arnaud Dalibo. Il est aussi chef cuisinier. Il écrit également des ouvrages dans lesquels il partage ses recettes. Et il fait partie de cette génération qui pratique la permaculture. Ah oui. Et c'est comme ça qu'il cultive les légumes qui sont ensuite préparés dans le restaurant qu'il possède à Paris. Mais vous allez me dire, Nathalie, la permaculture, on entend parler partout. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est que la permaculture? Eh bien, j'ai demandé à Arnaud de me donner la définition la plus simple possible de la permaculture. Vraiment, c'est une approche philosophique qui vise à mettre en place des écosystèmes en cohérence avec la nature et qui s'inscrit vraiment dans la société. Donc ça peut être aussi bien pour l'agriculture, l'élevage, que l'architecture, la construction, la consommation en général. Et pour l'agriculture, il y a vraiment une idée de diversité des plantes, des hommes, des femmes qui travaillent, d'intelligence collective et de vouloir aggrader plutôt que dégrader les sols et puis l'écosystème de façon générale, tout en s'inspirant vraiment de la nature, en ne créant pas de déchets, en visant une sobriété énergétique grâce à l'observation, en réfléchissant à un design bioclimatique. Donc tout participe finalement, que ce soit l'être humain,
les plantes, les végétaux, les animaux, les insectes, tout participe à cet écosystème et à ce cercle vertueux. Oui, exactement. En fait, c'est pas nouveau parce que je pense que c'est quelque chose que les anciens avaient déjà bien compris. Aujourd'hui, je pense qu'on y rajoute peut-être un peu plus de méthode et de science. Mais voilà, c'est vraiment créer cet écosystème entre les animaux, les hommes et au-delà même de la ferme, de s'inscrire donc dans la société qui nous entoure. Et par exemple pour nous, c'est pas seulement la ferme, c'est aussi vraiment inscrire la ferme avec le restaurant et par exemple ramener les déchets organiques du restaurant pour faire du compost ou pour donner aux poules, aux animaux. C'est aussi des poules. Oui, voilà, nous on a des poules, des ânes. Et sinon on fait essentiellement voilà des légumes et des fruits. Et voilà, donc c'est vraiment essayer d'avoir quelque chose de complémentaire et qui s'enrichit mutuellement. Voilà. Alors, si je comprends bien, Thibaut, la permaculture, c'est en quelque sorte comprendre la nature pour l'imiter. Oui, c'est ça en fait, c'est s'inspirer des écosystèmes naturels dans un cercle vertueux afin de prendre soin de la Terre, mais aussi de ses habitants. Jusqu'à présent, elle était assez marginale, mais figurez-vous qu'elle est appelée à se développer de plus en plus dans un contexte d'urgence écologique et climatique. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que produit Arnaud comme légumes. Il va nous répondre et vous allez comprendre l'importance de la saisonnalité. En tout, on cultive, je crois, à peu près 140 variétés de légumes différents. Donc, en gros, tout ce qui pousse, tout ce qui peut pousser sous nos latitudes, on essaye de les cultiver. Donc, c'est aussi bien, par exemple, en été, c'est tous les légumes classiques type aubergines, poivrons, tomates, concombres, courgettes, avec diverses variétés à chaque fois. Par exemple, tomates, je pense qu'on doit faire 7 ou 8 variétés. Après ça, tous les légumes de conservation pour l'hiver, du céleri rave, topinambour, rutabaga, différents types de betteraves. Voilà, même après ça, on essaie des légumes qui sont peut-être un peu moins typiques du coin, type la patate douce ou le melon ou des choses comme ça, ou la pastèque, mais qui pousse finalement très bien ici. Et je crois savoir, vous dites dans votre livre, que ce qui pousse à proximité se cultive, enfin se prépare ensemble, c'est ça, dans vos recettes, se mélange dans vos recettes? Ah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, nous on prépare les recettes, on prépare les menus déjà en fonction de ce qu'on peut récolter chaque jour. Donc forcément, les menus se préparent avec des plantes qui poussent les unes à côté des autres, en général, en tout cas à la même saison. Et donc on s'adapte chaque jour à ce qui est prêt à être récolté. Du coup, voilà, effectivement, les recettes, on les imagine avec ce que le sol nous donne à ce moment. Ouais. Est-ce qu'il y a une part de hasard ou de surprise? Oui, non, bien sûr, ouais. On essaye de planifier un petit peu les différents semis qu'on va faire tout au long de l'année. Mais oui, il y a forcément toujours des surprises, des choses qui arrivent qu'on n'attendait plus vraiment. Oui, des surprises, bien sûr, il y en a toujours. Ouais, il y en a toujours. C'est ça qui est sympa. Ouais. Merci beaucoup Thibaut pour cette découverte. Et pour être complet, le restaurant d'Arnaud s'appelle Mur, hein, c'est bien voilà ça? Voilà ça, comme le fruit rouge. Et il se trouve où dans Paris? Il se trouve dans le 2e arrondissement. Merci beaucoup Thibaut pour cette découverte. Merci aussi à vous, chers auditeurs. On arrive déjà à la fin de cette émission. Vous l'avez compris avec nos invités précédents. N'oubliez pas que pour Noël, on aura l'occasion de vous le rappeler, il faut acheter français. Voilà, profitez-en. Il y a énormément d'innovations, des produits très attractifs et on peut même étonner avec son achat français et on aide l'emploi local. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien et pour les retardataires, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr. Bon dimanche.